Bien, j'espère que même brève, la pause a pu être profitable. Je vais inviter les dernières personnes debout à regagner rapidement leur siège pour que nous puissions ouvrir la deuxième séquence de notre matinée sous forme de table ronde, comme vous le constatez, pour poursuivre notre questionnement avec la problématique suivante. Quelle cohérence des politiques de la protection de l'enfance dans un système décentralisé en crise? Nous l'avons évoqué hier avec plusieurs intervenants. Ça a poursuivi ce matin avec la très brillante intervention de Robert Lafaure. Le cadre législatif et réglementaire de la protection de l'enfance s'est consolidé au fil des lois 2007, 2016, 2022. Ce dispositif législatif est robuste, il s'est étayé par des outils, par des rapports nationaux, ont été cités notamment la conférence de consensus, les conférences de consensus, ainsi que le cadre national de référence pour l'évaluation de la situation en danger ou en risque de l'être, et pour autant, une disparité reste observable dans la mise en œuvre concrète des politiques publiques entre départements et même entre territoires infradépartementaux. Et on va donc tenter, dans cette table ronde, d'interroger les causes de ce constat et les perspectives d'évolution au travers de 3 prismes: le repérage du risque de danger, la mise en œuvre des mesures et le défi que constitue toujours l'accompagnement des jeunes en situation dite complexe. 3 questions donc qu'on va tenter de traiter dans un timing à peu près respecté, avec à chaque fois un intervenant qui va nous partager ses visions en première intention, et puis une table ronde qu'on va tenter ronde véritablement, tout en préservant des échanges avec vous. En fin de séquence, voilà, une responsabilité collective que nous avons donc. Et on commence, avant d'ouvrir le premier point, par donner la parole à la présidente du CNAEMO, Céline Mons. Pardon. Bonjour à tous. Bonjour à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir pris ce temps pour être là et pour nous faire partager votre expertise dans un contexte social très tendu, complexe, où des lois ne sont toujours pas effectivement mises en œuvre, où des mesures sont en attente à peu près dans tous les services de milieu ouvert aujourd'hui, où les éducateurs même prennent des mesures supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. Ce contexte tendu, en plus, dans un moment où il n'y a pas une forte attractivité pour nos métiers, voire même carrément un désengagement de nos professions de travailleurs sociaux. Voilà, donc je sais qu'on a tous hâte de vous entendre, et d'ores et déjà, je vous laisse la parole pour que vous ayez, dans ce temps contraint, comme l'a rappelé Thibault, un maximum de temps pour pouvoir vous exprimer chacun. Merci encore d'être là aujourd'hui avec nous. Merci Céline. On va donc ouvrir sur la première question consacrée au repérage du risque de danger. Où en est-on dans cette mission sur les différents territoires? Et si on centre sur ce référentiel de la Haute Autorité de Santé, dont Michel Krihoff nous a rappelé hier qu'il n'était plus optionnel, puisque inscrit dans la réglementation, voilà, où en est-on dans son déploiement dans les départements et de son appropriation effective par les services d'évaluation? Pour ouvrir cela, je vais avoir le plaisir de donner la parole à Vladia Charcelet, directeur enfance-famille au conseil départemental 76 et membre du CNPE. Si on peut vous passer un petit micro, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci très sincèrement de l'invitation qui est faite et de l'occasion de pouvoir participer au débat. Alors, sans perdre de temps, puisqu'il est contraint, il va sans dire que je lis directement le référentiel de la Haute Autorité de Santé à l'organisation départementale du repérage, de l'évaluation du risque et du danger. Donc on ne peut pas parler d'évaluation du risque et du danger sans nommer les cellules de recueil d'informations préoccupantes qui existent dans presque tous les départements. Premier décalage entre les départements. La CRIB est vraiment le service stratégique pour l'ensemble des directeurs enfance-famille. C'est le service que l'on observe le plus, tant il est la porte d'entrée de la protection de l'enfance, où chacun sait dans cette salle que nous savons bien protéger,
Donc on intervient rapidement. Par contre, la durée de placement, une fois qu'on est entré en protection de l'enfance, peut être extrêmement longue. Et là, on pourrait interroger nos pratiques professionnelles sur l'accompagnement des enfants. Le budget des départements, des directions enfance-famille, c'est 80% de placement. Donc, comprenez bien toute la sensibilité de cette porte d'entrée en protection de l'enfant. Je ne rappelle pas les origines de la CRIP, qui ont été liées à un certain nombre de faits divers, les plus tragiques les uns que les autres. Donc enjeu capital, ça a été rappelé, puisque le législateur intègre le référentiel de la Haute Autorité de Santé au sein de la loi dite Taquet et surtout du décret du 30 décembre 2022. Donc l'intention est louable car elle vient fixer un cadre, des repères pour les travailleurs sociaux, pour des institutions, et on peut reconnaître que les départements ne sont pas toujours exemplaires en termes de structuration, de repérage et de référentiel. Donc ce cadre, je peux constater que la réussite selon les départements et la qualité du traitement va dépendre de plusieurs facteurs. Facteur qui a été rappelé par l'intervention précédente, où l'investissement et la compréhension des enjeux politiques par l'exécutif est fondamental. Comment l'exécutif, dans le département, s'empare de la protection de l'enfance. Et sur une région, voire sur plusieurs régions, on peut complètement en mesurer les écarts. Un autre phénomène, mais qui a été aussi rappelé précédemment, c'est le rapport historique et symbolique de chaque département à la centralisation-décentralisation. Il y a des pro-centralisation, il y a des pro-décentralisation. Et on verra que cette philosophie se joue même à l'intérieur des départements, entre les différentes directions. J'y reviendrai. Qu'est-ce qui peut permettre, autour de l'évaluation du risque et du danger, également d'amplifier la qualité? C'est aussi une doctrine. Est-ce qu'un département a une doctrine claire sur le repérage du risque et du danger, sur l'existence de procédures validées, de procédures évaluées, simplement qui fait quoi, à quel moment, qui est responsable de quoi, et qui qualifie et comment. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous les départements très clairs sur cette question-là. Le département que je représente a beaucoup avancé sur cette question, mais a encore beaucoup à faire. Donc, je note plusieurs sujets à l'œuvre dans les départements. Il n'y a pas de modèle unique, il y a des ressemblances, mais de véritables différences. Deux marqueurs forts sur l'évaluation du risque et du danger. Est-ce que c'est la polyvalence de secteur qui y répond avec l'ensemble des autres mesures, ou au contraire, est-ce qu'on a dédié un certain nombre d'équipes qui ne font que de l'évaluation du risque et du danger? Premier marqueur de différence. Quel est le rattachement hiérarchique de ces professionnels qui interviennent? L'évaluation, ces équipes dédiées sont-ils rattachées à la direction enfance-famille? Sont-ils rattachés au territoire? Ce marqueur-là pose des difficultés de relation en fonction des organisations. Donc la qualité des liens entre le territoire, pour reprendre le terme, et le central, on parle beaucoup de territoire central, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Il y en aurait qui seraient sur le terrain et d'autres qui seraient, je ne sais pas, dans l'espace. Donc la qualité des liens entre le territoire et le central est prédominante. Et pourtant, les tensions sont réelles. Je citerai Freud, qui nous permet de réfléchir sur le narcissisme des petites différences. On se ressemble tellement que ce qui se crée entre nous, c'est de la défiance, souvent de la méfiance et parfois du conflit. C'est un sujet, territoire central, repérage du risque et du danger, qui fait quoi, qui valide quoi, qui revient régulièrement dans les discussions que je peux avoir au sein de l'Association nationale des directions enfance et famille, où tous les DEF sont confrontés à cette difficulté-là, les directeurs enfance-famille, pardon. Ces tensions qui se génèrent, elles ne sont pas neutres, car elles créent de véritables dysfonctionnements dans la prise en charge et qui en pâtissent les familles, donc les enfants. Donc mes propositions rapides pour appliquer le référentiel de manière qualitative, c'est de garantir l'autonomie de la CRIP dans la qualification de la formation préoccupante. C'est le rôle de la CRIP de dire « je qualifie
l'information préoccupante, et je préconise soit un classement sans suite, soit une mesure, notamment auprès du procureur. C'est de sa responsabilité. Par contre, si c'est de sa responsabilité, il est de la responsabilité des équipes évaluatives de mettre en place leur stratégie évaluative. Chacun son rôle. Il y en a qui qualifient, il y en a d'autres qui évaluent. La CRIP n'a pas à avoir de regard hiérarchique sur l'évaluation faite en territoire, et l'inverse est vrai aussi. Le respect des places de chacun permet la qualité si on a les zones de régulation. Qu'est-ce qui permet aussi la qualité dans la prise en charge? C'est véritablement de développer des compétences collectives. Plutôt que de s'opposer, définissons nos places précisément et travailler à la compétence collective. Comment? Temps de régulation, retour d'expérience, c'est très à la mode. Le Retex, sauf que personne n'est formé au Retex. On va déjà peut-être commencer par se former et après on verra comment on peut travailler. Former les acteurs, c'est indispensable. Indispensable. Quand on a entendu l'éclatement de la société sur l'intervention d'avant, il est vrai qu'on peut s'interroger sur la qualité des formations. Est-ce que les formations ont suivi aujourd'hui cette pression adaptative extérieure? Et de développer bien sûr des systèmes d'information pertinents, c'est-à-dire que quand on regarde l'état des systèmes d'information des départements pour suivre les différents dossiers, on a un vrai gap de qualité à atteindre. Vous le savez, informatiquement, ce sont des niches. Et à cet endroit-là, je ne suis pas sûr que celui qui paye le département soit celui réellement qui prescrit au niveau des systèmes d'information qui sont capitales. Animer, piloter, associer, convaincre, entraîner, c'est le rôle du département sur la question de la formation préoccupante. J'invite les départements à élaborer des protocoles d'information préoccupante. Nous l'avons fait dans le département avec la justice, bien sûr, les parquets, les 6 centres hospitaliers, la PJJ, bien sûr, l'éducation nationale, qui est le premier étage, de se caler au niveau des partenaires sur le qui fait quoi. Ça nous a pris 1 an, et je vous assure que le parcours est plus intéressant que le résultat, parce qu'on apprend réellement à se connaître, mais surtout s'appeler pour réagir le plus rapidement possible quand c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Charcelet. Et bravo pour avoir tenu l'enjeu du timing. Ça nous permet de préserver quelques réactions, s'il y en a parmi vous. Donc, plusieurs pistes concrètes évoquées par monsieur Charcelet, clarification des places et des rôles, formation, ce qui suppose des moyens, développement des systèmes d'information, ce qui suppose des moyens. Bon, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut réagir? Je les ai tellement briefés sur le timing qu'ils n'osent plus réagir maintenant, mais ça va bien. Oui, bien sûr, vous avez le droit. Peut-être souligner le fait au cœur de nos enjeux, sur lequel tu es rapidement passé vu les contraintes, mais du coup j'en profite, Vladia, pour le repréciser, que la loi prévoit la mobilisation de tous les services dans l'évaluation des informations préoccupantes, et en particulier au-delà des services non personnalisés du département, service social départemental, donc polyvalence de secteur, en tout cas c'était tes mots tout à l'heure, aide sociale enfance, PMI, tous les autres acteurs dans le champ, la protection judiciaire de la jeunesse, le service social en faveur des élèves, les services de santé, notamment dans les articulations avec les UAPED. Et on voit bien d'ailleurs, de ce point de vue, on y reviendra probablement, que les disparités territoriales ne sont pas le seul fait des collectivités territoriales, puisque suivant le territoire sur lequel se situe un enfant, il aura un accès à une UAPED, à une prise en charge santé, ou la possibilité que la protection judiciaire de la jeunesse intervienne dans l'évaluation de l'information préoccupante sur des situations particulières comme le risque de dérives radicales violentes, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc je pense que c'était le lieu de montrer à quel point, sur cette dimension aussi de l'évaluation d'informations préoccupantes, finalement les complémentarités sont recherchées dans la loi, et souligner le fait que c'est quand même une politique publique qui est très normée. Je pense que le principal
la principale exigence qui doit nous animer, c'est que la loi soit mise en œuvre et respectée. À partir de là, il y a plusieurs voies possibles. Vladia les a évoquées. Je pense que le seul modèle absolument impossible au regard de la loi telle qu'elle a été posée en 2007, puis complétée en 2016 et 2022, c'est le tout polyvalence de secteur. Par contre, on voit bien que les territoires, les services se posent des questions dans cette préoccupation que tu évoquais, Vladia, entre le terrain et le central, les organisations verticales et horizontales, de savoir ce que sont les bons points d'équilibre, mais il y a plusieurs voies possibles, et notamment la possibilité d'identifier des professionnels dédiés dans des services sans que forcément ils soient dans une CRIP centrale seulement. Donc il y a plusieurs choix possibles dans le respect de la loi. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que cette connaissance des textes n'est pas toujours bien intégrée, ni dans les services départementaux, ni dans les services judiciaires, les services de l'État qui ont un rôle à jouer en la matière. Merci Anne. D'autres réactions? Oui. Je vais donner l'honneur. Oui. Bonjour, donc Hervé Duplaine, directeur interrégional de la PJJ Île-de-France Outre-mer. Juste peut-être revenir un peu sur la question de l'évaluation. La direction interrégionale avait pu faire en son temps une analyse un peu comparée de la qualité de l'évaluation réalisée par les conseils départementaux, en tout cas franciliens, de la comparaison avec les mesures judiciaires d'investigation éducative prononcées par les JE. Et on s'était aperçu, en tout cas, que la qualité des documents et de l'évaluation réalisée pouvait forcément, enfin en tout cas avait quelque chose d'assez intéressant pour nous, c'est que dans la qualité de ces documents et de ces évaluations, on retrouvait beaucoup d'éléments en lien avec la mesure judiciaire d'investigation qui avait été prononcée par le magistrat. Et je crois que dans les sujets que vous avez abordés sur la question de cette évaluation, il est évident que plus on va monter en compétence en la matière, moins bien évidemment la question de la judiciarisation va se poser. Voilà, donc on va refaire ce travail-là parce que je pense qu'il faut effectivement qu'on évalue régulièrement ces deux outils d'évaluation de situation sur l'Île-de-France. Je pense que ça mériterait effectivement de regarder puisqu'on a une base, qui avait été actée il y a quelques années et que l'on puisse effectivement retravailler avec les départements pour voir effectivement les différentiels. L'idée, c'est vraiment de respecter les questions de la loi de 2007 sur la question des départements chefs de file pour éviter effectivement des surjudiciarisations. Voilà. Parce que je crois que c'est quand même une problématique. Si la qualité de l'évaluation est là, pourquoi effectivement très vite on va avoir des mesures judiciaires d'investigation éducative prononcées par l'autorité judiciaire. Donc il y a un enjeu pour nous, j'imagine pour vous aussi, de pouvoir effectivement garantir la place de chacun, mais tout en mettant effectivement, en faisant en sorte que la qualité de l'évaluation soit au rendez-vous. Ouais. Merci Monsieur Duplaine. Madame Santiago, vous vouliez dire un mot? Oui, je veux bien. Tout d'abord, merci de l'invitation et puis bonjour à tout le monde. Je suis ravie, je ne vous vois pas bien, mais en fait, je suis ravie quand même d'être avec vous. Donc, juste peut-être, moi, je voulais ajouter 2 points. Vous dire que la qualité d'évaluation, oui, elle est essentielle, et le rapport en particulier. Mais je voudrais aussi évoquer une problématique qui est autour de l'évaluation. Ce sont les délais qui s'ajoutent, y compris aux délais qui pourraient être mis en place dans le cadre d'une AEMO ou autre. Et en fait, on est sur un système qui actuellement, on l'a dit, plutôt au niveau on dit souvent à bout de souffle, et moi j'ai tendance à dire, et en tout cas c'est ce que je dis dans les médias, il est plutôt dans le gouffre. Donc la situation fait qu'il est nécessaire en fait de revoir l'ensemble du fonctionnement actuel, et en tout cas d'engager, et c'est ce que j'annoncerai le 8, une profonde réforme, parce que actuellement, dans le cadre y compris des CRIP, quand on vous prenez certains départements, c'est 70% et du coup pour les CRIP, mais du coup plus faiblement directement saisie du procureur. À l'inverse, vous avez des départements, c'est 70% de saisie directement du procureur, et on est à 30-40 sur la partie de la CRIP. Donc on voit bien que on ne peut pas perdurer
en fait, de les décennies et le fonctionnement actuel sur le sujet du repérage, des évaluations, mais surtout des inégalités, et c'est ce que j'appelle pour moi, sans vous faire de secret sur le futur rapport, une base socle qui n'existe pas en France et qui doit absolument être en capacité de nourrir l'ensemble des travaux de tous, mais de partir d'une base qui est socle. Et je prendrai juste un exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que, à juste titre, que vous avez mis des conventions, que ça vous a pris 1 an. Ces conventions avec l'ensemble des partenaires de l'État, je les ai signées en 2012 quand j'étais vice-présidente du département du Val-de-Marne. Il y a des départements, ils ne les ont même pas encore aujourd'hui initiés. Donc on voit bien que c'est la dynamique, on ne sait d'ailleurs même pas pourquoi, mais en tout cas c'est la dynamique des territoires en fonction du portage politique, administratif, qui joue aussi beaucoup dans cette capacité à faire, et y compris que dans les repérages et les évaluations, on avait été jusqu'au plus près du local en mettant des commissions d'évaluation à l'échelle de permanence qui se tenaient tous les jeudis, y compris dans le Val-de-Marne, à l'échelle de toutes les communes où chacun pouvait venir exposer les problématiques autour d'un enfant. Donc, ce qui permettait un repérage, un travail en réseau du local jusqu'au global qui était la centralité du département. Voilà, je donne des exemples pour dire qu'à force d'avoir des initiatives de bonnes pratiques ici ou ailleurs, mais de ne pas les avoir à l'échelle de la France et de manière socle, on perd un peu dans notre dimension de pouvoir mieux protéger les enfants. Dernière chose pour ne pas être longue, mais je suis venue en plein milieu du rapport. Donc du coup, j'en dis quand même une. N'oublions jamais, et ça je vous le dis, ce ne sera pas un secret, parce que même si je le redirais le 8, on est le premier pays d'Europe de placement d'enfants. Donc il est juste temps que tout le monde réagisse et se dise que ce n'est absolument pas acceptable que la France soit le premier pays à placer des enfants. C'est juste pas normal, et ça doit tous nous interroger sur nos pratiques professionnelles. Merci Madame Santiago. Je vais profiter que vous ayez le micro. Je suis désolé Monsieur Charles, je vais commencer mon abominable travail de censure. Okay. Ah oui, en plus, j'ai parlé. On va glisser du côté de la deuxième question sur la mise en œuvre des mesures. Vous avez ouvert le sujet et donc il y a plein de manières de l'interroger. Une d'entre elles qu'on avait pensé, c'était d'interroger la continuité entre les préconisations formalisées dans les évaluations et la mise en œuvre effective des mesures. On pourrait interroger la formalisation effective du fameux projet pour l'enfant qui existe depuis 2007, rappelons-le. Et puis on pourrait interroger finalement, ça sera plutôt une ouverture vers la troisième question, mais la question du partage, d'une analyse de la situation de l'enfant entre la diversité des acteurs qui gravitent autour de lui. Je vous laisse la parole. Je rappelle pour tout le monde, puisque je comptais présenter les intervenants au fur et à mesure, c'était peut-être une erreur stratégique, mais bon, donc vous êtes député du Val-de-Marne et rapporteur effectivement de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Voilà, à vous la parole. Du coup, merci beaucoup. Juste pour dire très rapidement, puisque du coup j'ai dit quelques points. Tout d'abord, vous avez parlé du PPE, donc vous m'aviez franchement titillé. Le PPE, alors est-ce que je dois vous représenter à peu près, je pense, beaucoup de territoires. Loi votée il y a 18 ans. Ah, et on a tous pris un petit coup de vieux, et toujours pas mise en œuvre. C'est quand même un problème. Donc le législateur, en fait, a souhaité en 2007 faire des réformes. Oui, il pensait que c'était quelque chose d'important. Je pense que le projet pour l'enfant, c'est essentiel. Il n'est pas mis en œuvre. En tout cas, très peu. Voire, pour certains départements, on touche plutôt le spectre très très bas. Hein. Donc, honnêtement, on a un problème qui est colossal. Le législateur fait des lois, elles ne sont pas appliquées, très peu. C'est quand même, sur le fond, je pense, un problème qui va m'interroger, en tout cas très longtemps, mais j'ai trouvé quelques réponses. Si je peux dire que autour de ces sujets, je pense que l'essentiel, en fait, c'est qu'on revoit, y compris nos pratiques. Je viens de le dire, la France se retrouve à être le pays qui place le plus d'enfants.
historiquement institutionnalisé. Il faut qu'on change là aussi la question et notre regard par rapport à ce modèle. Mais ce qui est évident, c'est que dans le repérage, dans la mise en œuvre des mesures, il y a capacité à faire vraiment beaucoup mieux. Parce que, tout d'abord, on a laissé de côté, je pense, la prévention précoce, la prévention primaire. Et ça me paraît essentiel que vous puissiez, vous les acteurs du champ social, franchement, moi, je vous tire mon chapeau. En fait, ce rapport, il est pour vous. Il est juste pour vous aider et qu'on dise vraiment stop à la situation dans laquelle on est. La prévention, elle doit être en effet première. Elle doit accompagner différents acteurs quand on accompagne évidemment les enfants. Mais sur le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que dans le cadre des mesures qui peuvent être proposées, il y a une diversité, Anne l'a dit, il y a des diversités de capacités à les accompagner qui sont bien plus importantes et bien plus utiles que celles assez traditionnelles. Je prendrai. Alors là, je ne sais pas. Je l'ai dit dans ce rapport, il y a des personnes qui vont prendre très cher, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais l'AEMO, qui est classique, faite une fois par mois sur une famille qui ne va pas bien, qui a des besoins d'accompagnement, pour qu'on renouvelle cette dimension-là avec un décalage dans le temps au moment où on intervient dans la famille. Pour que ce soit évidemment très difficile une fois par mois. Et n'oubliez jamais que quand j'écris un rapport, pour autant j'ai été vice-présidente d'un département et que j'ai été quelqu'un de plutôt sur le terrain, comme on dit. Donc en fait, une fois par mois, je pense que tout ça n'a pas de sens. Il faut qu'on soit autour de la prévention, que les interventions soient graduées auprès des familles. Anne le dira, elle pourra compléter, mais honnêtement, il y a pléthore de capacités de manière pluridisciplinaire d'accompagner les familles. J'ai eu la chance de travailler, y compris de regarder tout ce qui se fait à l'étranger, d'aller souvent au Québec. C'est un modèle, il y en a d'autres. Moi, je suis plus à l'aise avec celui-ci. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'actuellement, la manière dont nous sommes auprès des familles n'est pas, à mon avis, la meilleure des réussites. Et en tout cas, quand on met 10 milliards en protection de l'enfance et qu'on a le résultat actuel, je pense qu'on peut en tout cas tous collectivement, comme je l'ai dit, s'interroger, mais surtout modifier nos pratiques. Alors l'AEMO de type une fois par mois, personnellement, je n'y crois pas. L'AEMO renforcé, oui, parce qu'autour des familles, on est en capacité de les accompagner de bonne manière. Très bien, merci à vous. On va passer la parole à Pierre-Alain Sartou, directeur général de la CNAP. Merci Thibault, bonjour à tous. Pour commencer, vous le savez peut-être, mais la CNAP coordonne un mouvement qui s'appelle les 400 000. Je crois que vous en avez parlé hier. C'est un mouvement de mobilisation qui prévoit qu'on se retrouve tous dans la rue le 15 mai prochain, justement pour faire face à cette crise de la protection de l'enfance. Moi, je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire avec beaucoup de justesse Isabelle Santiago, puisque la question, c'est l'exécution des mesures, c'est la question des moyens. Ce n'est pas juste un problème de moyens, puisqu'on a quand même une politique publique qui, aujourd'hui, met 10 milliards d'euros sur la table. Juste avant, Robert Lafaure parlait de la crise du département de Gironde et de la grande difficulté qu'ils ont à faire tenir la protection de l'enfance. Nous-mêmes, à la CNAP, on a écrit au président du département. Le département de la Gironde, depuis 10 ans, a quasiment doublé son budget pour la protection de l'enfance. Donc la question, elle est plus profonde que ça. La question, c'est pas simplement il faut mettre plus d'argent. La question, c'est pas simplement il faut recruter plus de professionnels, même si en fait on sait très bien que ça peut être une clé évidemment de réussite et qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une crise des fins, on a une crise des finalités de la protection de l'enfance. On a une perte de sens collectivement. Ça a été évoqué un petit peu par les interventions précédentes. Je crois que le principal problème qu'on a en crise de protection de l'enfance, c'est qu'on ne fait plus attention à la loi et à l'application de la loi. On a un édifice législatif, on a 3 lois qui quand même nous guident au quotidien, vous comme moi. Une loi, c'est des principes généraux
c'est des valeurs. Et en fait, on accepte aujourd'hui de dire que ces lois-là, ça sert presque à rien de les changer, parce que de toute façon, elles ne seront pas appliquées. Un exemple, parce que finalement, pour préparer cette intervention, je me suis appuyé sur un ou deux articles que j'ai lus cette semaine dans Le Monde, et il y avait tout dedans. Donc je vais prendre des exemples à partir de ça. Un juge qui disait que il y avait cette situation, certes extrême, mais qui était quand même arrivée, donc ça prouve que si elle est arrivée, c'est possible, d'un placement impossible de 2 fillettes jumelles de 5 ans, parce qu'il n'y avait plus qu'une place, et donc il fallait choisir entre les deux. La loi prévoit quand même qu'on a un principe de non-séparation des fratries. Évidemment, c'est logique. On a des valeurs. La valeur, c'est que dans une famille qui va mal, si déjà vous séparez les parents des enfants, vous n'allez pas en plus séparer les fratries. Ça va de soi. Mais ces valeurs-là, on les bafoue parce qu'on ne fait pas attention aux principes qu'elles portent et on ne fait pas attention à l'application de ces lois. De la même façon, on a une crise de la loi, mais dans l'autorité de son application sur le terrain, la bouche de la loi, c'est le juge. Et là, on arrive à ce problème central qui est l'exécution des mesures. Dans le même article, qui est paru pas plus tard que hier, c'est pour ça que la crise de la protection de l'enfance, tout le monde peut la voir. Elle n'est pas cachée, c'est pas entre nous. Il suffit de lire un article qui date de hier. Un juge, vous pouvez trouver son article qui est brillant, indique « J'ordonne une mesure de protection, mais je sais qu'elle ne sera pas mise en place. » Je sais qu'elle ne sera pas mise en place. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même son impuissance, presque son inutilité. Alors évidemment qu'il n'est pas inutile, il protège tellement d'enfants, tout comme vous. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit véritablement du système dans lequel on est, où on n'a plus aucun rapport entre les moyens mis d'un côté et les fins de l'autre? Donc ça, c'est très grave. Et c'est quoi finalement la fin fondamentale de la protection de l'enfance? C'est protéger l'enfant. Désolé de le dire, ça va de soi, mais il faut le rappeler. C'est en fait le prémisse de base de dire il y a une famille qui va mal, il y a une famille qui est négligente, une famille qui est maltraitante. Elle ne sait pas s'occuper de ses enfants. Nous, État, protection de l'enfance, éducateurs, on peut mieux faire que vous. Si on n'est pas capable d'assumer cela, il n'y a plus de protection de l'enfance. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est toujours véritablement capable? C'est l'exemple qui a été pris par Isabelle Santiago tout à l'heure, un éducateur qui rencontre une famille et des enfants une fois par mois. Mais est-ce que c'est sa faute finalement? Est-ce que c'est la faute à l'éducateur qui a 50 mesures? Non. Est-ce que c'est la faute au service qui le missionne alors que ce service lui-même est sous une pression maximale pour prendre un maximum de mesures de milieu ouvert? Bon, si ce n'est pas la faute du service, c'est peut-être la faute du département, de l'ASE. Mais l'ASE fait ce qu'il peut avec des situations qui augmentent significativement et un budget qui est très contraint. Mais du coup, si son budget est très contraint, c'est la faute à qui? C'est la faute au président du département? Mais lui-même, en fait, il ne peut pas faire pleuvoir l'argent. C'est l'exemple que je prenais au départ. Donc si ce n'est pas la faute du président du département, c'est peut-être la faute du préfet, qui est le représentant de l'État dans le département, qui est supposé contrôler, qui est supposé dire quand la loi n'est pas respectée. Mais les préfets dans ce pays, là encore, pardon, je ne vais que revenir à vous, mais vous l'avez vu, les préfets dans ce pays disent qu'en fait la protection de l'enfance, ils ont arrêté de s'en occuper il y a 30 ans, donc ils n'y connaissent plus rien. Donc si ce n'est pas la faute des préfets, c'est peut-être la faute de l'État. Et qui représente l'État au niveau national? C'est le ministre. Mais il n'y a pas de ministre de l'enfance aujourd'hui. Donc à qui la faute? Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Pierre-Alain. Des constats sans appel, des questions suspens, des réactions peut-être. Monsieur Charcelet, je vous ai impitoyablement censuré tout à l'heure, je vais vous redonner le micro. C'est l'exercice qui le veut. Pardon. 3 points très rapides. Il n'y a pas de crise en protection de l'enfant, je suis désolé. Une crise, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est soudain et ça surprend tout le monde. Qui est surpris de la situation aujourd'hui? Moi, non. Premier point. Deuxième point, on parle de prévention. Vous avez parlé de mesures socles, je trouve ça intéressant, mesures socles, mesures graduées. J'ai hâte de lire ce que vous préconisez. Mais vous parlez aussi de prévention. Je mets au défi quiconque de me présenter un projet politique de prévention. Des actions de prévention, oui, chaque département peut mettre sur la table un grand nombre d'actions de prévention, PMI, prévention spécialisée, prévention des centres médico-sociaux. Oui, nous. Il est lisible de voir des actions de prévention. Je n'ai jamais lu un projet politique de prévention. Donc là, en termes de perte de sens, d'objectifs et d'évaluation, et ce sera mon troisième propos,
La question de l'évaluation en travail social devrait être la pierre angulaire des politiques publiques, parce qu'à partir du moment où on n'évalue pas ce que l'on fait, on ne peut pas être satisfait de ce que l'on fait. Donc on perd le sens de ce que l'on fait. Pourquoi le PPE? Effectivement, j'ai fait un benchmark avant de venir ici sur l'ensemble des départements. Quand on arrive à 20% de PPE, c'est cocorico, hein, c'est énorme sur un département. Alors il y en a peut-être d'autres qui ont plus de 20%. On est plutôt autour de 4, 5, 6%. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que le PPE est devenu un outil politique de défiance de l'institution. Tous les travailleurs sociaux le reconnaissent, c'est intéressant, on est d'accord, il faut le faire, mais on n'a pas le temps. Donc si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de poser des objectifs. Si on n'a pas le temps de poser des objectifs, on n'a pas le temps de les évaluer. Si on n'a pas le temps de les évaluer, on n'a pas le temps d'être satisfait de notre travail. Donc on perd le sens, etc. Et la machine ne s'arrête pas. Voilà. Merci. Je vous en prie, Madame Santiago. Ouais, je ne ferai pas un débat, mais juste pour répondre sur 2 points. Un projet politique, oui, il n'y en a pas. Tout d'abord, c'est un impensé, il n'y a pas de politique globale de l'enfance en France. Donc, du coup, vous avez une partie de la réponse. Du coup, ça doit se construire. Mais, en effet, il y a des choses à faire. Et deuxièmement, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit sur le PPE et sur l'ensemble du sujet. En fait, la situation actuelle, historiquement, ça je le dirai le 8, je peux vous le dire là. Parce que de toute façon, j'ai commencé un peu à le dire et on le voit dans quelques articles. Historiquement, la protection de l'enfance repose sur la charité, l'associatif bénévole, puis l'associatif que vous connaissez. Historiquement, dans ce cadre-là, c'est institutionnalisé. Ok. À partir de là, honnêtement, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Tout le monde, historiquement, a accepté de travailler en mode dégradé. Pourquoi en mode dégradé? Est-ce que c'est normal que c'est le seul secteur de France qui n'a pas de normes et de taux d'encadrement? C'est absolument un scandale. Et je vous le dis, moi, le scandale, pour moi, il est qu'il n'a jamais été revendiqué depuis des décennies. Et si on prend des décennies récentes, depuis 50 ans au minimum, il n'est revendiqué par personne. Ce qui fait que quand on croise la question des normes, des taux, eh bien vous avez les difficultés d'accompagnement, vous avez des équipes qui ont un nombre par éducateur de familles à suivre qui est impensable pour faire du bon travail comme le souhaiteraient évidemment les éducateurs, comme ils le font d'ailleurs au mieux de ce qu'ils peuvent, mais quand vous avez 50 et c'est pour ça qu'il faut mettre des normes. Mais en tout cas, ce qui est certain, vous pouvez avoir des départements où on suit 23 familles, au sens où c'est 23 mesures, et vous pouvez avoir 50, bon, plus, et en fait, une diversité de situations qui pose une problématique majeure à un ensemble des professionnels. Mais la première des choses, je vous le dis, c'est qu'il n'est pas acceptable que le seul secteur de France où les enfants sont les plus fragiles, les plus vulnérables, il n'y ait jamais eu de revendication sur les taux, sur les normes, sur un taux d'encadrement, et de cela depuis des décennies. Et ça, c'est un facteur qui est un facteur essentiel parmi les sujets qui doit être au cœur, évidemment, de ce que nous voyons actuellement, et en tout cas qui est porté depuis quelque temps par vos grandes organisations, mais c'est complètement récent, y compris dans la période où moi j'étais vice-présidente et qu'il n'y avait jamais eu ces demandes-là. Donc c'est très récent et c'est absolument anormal. Merci. Anne, une réaction? Céline? En peu de mots, ça va être compliqué, mais je vais tenter pour revenir sur la question du poids de l'héritage qu'évoque à l'instant Isabelle Santiago. Il ne faut pas sous-estimer ce poids de l'héritage. On est les héritiers d'un système très patriarcal, très caritatif, très centré d'ailleurs sur les défaillances parentales. C'est le monde merveilleux de la déchéance d'autorité parentale, de la déclaration judiciaire d'abandon, etc. Et depuis le début des années 2000, alors d'aucuns pourraient dire les lois de décentralisation, mais en réalité, la question du changement de paradigme, dans la clinique, je mets de côté la gouvernance, on y reviendra ensuite, il est finalement
extrêmement récent. On le doit aux avancées de la recherche, aux appuis scientifiques qui sont aujourd'hui reconnus dans le champ social, et on le doit surtout à la prise de parole des premiers concernés, ceux qui ont connu l'aide sociale à l'enfance, et aux victimes d'une manière générale qui osent aujourd'hui prendre la parole dans l'espace public, au point que beaucoup de choses se sont transformées dans nos représentations collectives des violences faites aux enfants, des négligences lourdes auxquelles ils sont exposés, qui maintenant font clairement partie de la définition des maltraitances. Et à chaque fois, je suis saisie quand on me parle des négligences et des maltraitances, puisque les négligences sont, vous le savez bien, un des aspects de la maltraitance les plus attentatoires au développement des enfants que nous accompagnons. Donc pour tous les mouvements révisionnistes là, qui laissent penser qu'on a des enfants accompagnés en protection de l'enfance qui ne sont pas maltraités, ça me pose toujours énormément de problèmes, mais probablement tout ça est lié à cet héritage lourd. Je fais partie de ceux qui ne sont pas nostalgiques du monde d'avant, du monde merveilleux de cette DAS, cette sociale enfance d'il y a 15 ans, 20 ans, dans lequel la question même, dans une approche extrêmement sociale des sujets, il y avait d'ailleurs une espèce de confusion entre protection de l'enfance et action sociale à l'époque, n'était pas reconnue, cette maltraitance, comme un enjeu de santé publique alors qu'il l'est aujourd'hui. La question du trauma n'était pas portée, la participation même des premiers concernés autour de la parole des enfants n'était pas aussi investie qu'elle l'est aujourd'hui. Le problème, c'est que ces avancées, aujourd'hui encore assez théoriques, on le voit bien, puisque ces avancées qui ont nourri les lois récentes, auxquelles on adhère les uns les autres, peinent à se traduire concrètement. Parce qu'il ne suffit pas de dire la loi, ça a été dit plusieurs fois, pour que concrètement elle se mette en œuvre et elle change le quotidien de vie des enfants. Donc c'est tout le travail sur lequel on est dans cette période de transition extrêmement difficile, douloureuse. Et dans cet espace-là, puisqu'il faut aller vite, je voudrais juste revenir sur un point, parce que je n'aurai pas le temps de l'évoquer tout à l'heure, c'est que des avancées, ces changements de paradigme, cette centration sur les besoins de l'enfant, ces avancées, elles sont indéniables. Mais il y a un sujet, je pense, sur lequel on a plutôt perdu du terrain, tous collectivement dans les institutions sur ces dernières années, c'est celui de la clinique institutionnelle et de l'accompagnement des professionnels. On n'a jamais eu autant de connaissances sur les traumatismes auxquels sont exposés les professionnels de notre secteur. On n'a jamais eu autant d'ambition, d'intention très positive pour réformer nos institutions, et pourtant, on observe, à la faveur notamment d'ailleurs des difficultés d'attractivité de nos métiers, que moins d'espaces de supervision sont garantis, que les collectifs de travail ne sont plus forcément assumés, et que globalement, Mathieu Klein, dans son rapport récent, le livre blanc, l'a quand même évoqué. Ça a été vraiment parce qu'il en est convaincu, un travail acharné de pouvoir reconnaître la responsabilité des institutions à mieux accompagner les professionnels, puisque sur ce champ-là, il me semble que l'écart grandit entre nos intentions, ce qu'on est effectivement capable de faire, et que c'est une zone extrêmement à risque d'épuisement professionnel, de conflit de valeurs. Si les institutions ne se mobilisent pas pour soutenir les professionnels dans ces changements de paradigme et dans la réalisation, la mise en œuvre de la loi, dans la réduction des écarts entre nos intentions et la réalité de ce qu'on peut faire, à ce moment-là, je pense qu'on aura tout perdu. Merci Anne. Céline. Très vite, parce que j'avais dit que je prendrais très peu la parole pour laisser la parole à nos hôtes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de revendication. Je pense qu'il n'y a pas d'espace de revendication, et je pense surtout qu'il n'y a pas de continuité dans nos interlocuteurs. Je constate que en 2 ans, j'ai vu plusieurs interlocuteurs. J'ai rencontré Madame El Haïri, puis avant j'avais rencontré Madame Cobel. Il n'y a pas de continuité en fait dans une politique, une vraie politique de protection de l'enfance, ce qui fait qu'on a l'impression à chaque fois de repartir un peu à zéro, qu'il y a, excusez-moi Madame Santiago, je ne remets pas du tout en cause votre rapport, mais il y a pléthore de rapports.
Voilà. Et en fait, on ne sait pas exactement où on va avec ces rapports, dans quelle direction on va, ou même si ça nous apporte un vrai éclairage sur nous, nos pratiques, notre travail, le sens que l'on donne à notre travail. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus parce que je pense qu'il y a des revendications, seulement l'espace est contraint. Là, il y a bientôt la manifestation des 400 000 le 15 mai. J'espère que nous serons nombreux à être dans la rue et à montrer notre mécontentement et notre besoin de lisibilité parce que c'est essentiel. Voilà, merci. Merci Céline. Rapide droit de réponse de Oui. Madame Santiago. Non, juste une seconde, juste pour dire que je partage totalement. Tout d'abord, il n'y a pas de continuité avec les services de l'État depuis particulièrement 2022, où il y a eu 6 ministres, enfin 6 secrétaires d'État ou différentes fonctions. Il n'y a pas eu de suivi. Donc ça, c'est une réalité. Quand je parle de revendications qui n'ont pas été portées, je parle que c'est historique. Et j'ai dit que c'était récent, que c'était demandé au niveau des taux et des normes, puisqu'on le travaille tous ensemble. Pour autant, historiquement, le secteur n'a pas de taux et de normes. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Sur les rapports, alors là, nous avons toutes les ressources, à peu près 4000 pages et 400 propositions qui n'ont pas donné de suite. Et donc, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, pour autant, on a une mobilisation. Et le 15 mai, bien sûr que je serai avec vous aussi. Ce n'est pas parce qu'on sort un rapport qu'on n'est pas mobilisé. Merci Madame Santiago. Parmi ces rapports, l'un rédigé par le Défenseur des droits pour des enfants invisibles, ces jeunes qui cumulent les facteurs de vulnérabilité, ça va être le troisième angle que nous allons interroger avec le défi des situations dites complexes. Comment peut-on s'y prendre mieux lorsque plus personne n'a la réponse à lui seul? Protection de l'enfance, éducation nationale, pédopsychiatrie, protection judiciaire de la jeunesse, médico-sociale, et la liste n'est sans doute pas encore exhaustive. Pour interroger cela, Monsieur Hervé Duplaine, directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France et Outre-mer, je vous donne la parole en premier. Est-ce qu'on peut vous faire passer un petit micro, s'il vous plaît? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation sur un sujet aussi complexe que les jeunes que l'on peut parfois prendre en charge. D'abord, la première question qu'on doit se poser, c'était y a-t-il des raisons d'espérer là où, quand tout viendrait nous amener à penser le contraire? Sur ce registre de ne pas pouvoir espérer, alors que effectivement tout pourrait nous justifier cela, on voit bien parfois je vais reprendre quelques éléments un peu de mon champ d'intervention dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse, et on voit bien que nous sommes confrontés à ces situations-là. Je vais juste reprendre pour éclairer l'un des sujets, c'est une étude du professeur Bronsard, du rapport Bronsard relatif à l'étude médico-psychologique d'adolescents en centre éducatif fermé, où il constate que dans nos structures, en tout cas dans ces types de structures, la prévalence globale des troubles psychiatriques est plutôt très élevée, puisqu'on est de l'ordre de 90%, avec une forte prédominance des troubles de la conduite, d'autres troubles tels que ceux de l'humeur, les troubles anxieux, le TDAH et des troubles psychotiques. Voilà. Forcément, lorsque vous travaillez la problématique dans ces structures d'action éducative et que vous êtes confronté à cette réalité de ces troubles psychiatriques majeurs dans nos établissements, comme bien évidemment il y en a aussi dans le champ de la protection de l'enfance, forcément la question qui va se poser à différents niveaux dans nos réponses. Et c'est pour ça que je pense quand même que malgré que tout viendrait justifier qu'on ne puisse pas être dans une analyse plutôt favorable des choses, pour autant il y a quand même des signaux d'espoir et qu'il faut effectivement aussi qu'on tire de cela au travers de ces quelques éléments. Ces signaux seraient lesquels en tout cas? Je ne reviendrai pas sur la circulaire de 2002, sur 2002 qui est effectivement celle qu'on espère bien évidemment un jour revoir modifiée, qui
lie la problématique de la santé, de la problématique de l'action éducative, et qui mobilise bien évidemment les différents champs ministériels en la question. Le dernier rapport de l'IGAS, de l'IGJ et de l'enseignement supérieur, enfin l'inspection générale de l'enseignement et de l'enseignement supérieur démontre effectivement que de toute façon il faut qu'on la revoie, parce qu'elle est de toute façon, elle a plus de 20 ans, il est important effectivement qu'institutionnellement on puisse se redire un certain nombre de choses. Pour autant, on voit quand même dans les signaux positifs, et il y a les débats institutionnels forcément de haut niveau, et puis il y a plutôt aussi la question de la gouvernance locale et des actions locales. Et c'est dans ce champ-là que je dis qu'il y a quand même des choses qui sont quand même des signaux positifs. Tout pourrait n'être contraint. La relation avec l'éducation nationale, la relation avec la pédopsychiatrie, la relation avec la psychiatrie tout court, la relation bien évidemment entre les conseils départementaux et la protection judiciaire de la jeunesse, tout viendrait effectivement pouvoir se dire que, en fait, in fine, rien ne peut se passer sans qu'il y ait forcément des champs d'intervention contraints et effectivement parfois opposés. Pour autant, je vois quand même qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives locales, beaucoup d'initiatives à porter bien évidemment demain, et beaucoup d'initiatives qui engagent tous en la matière. On prend, je vais prendre quelques exemples me concernant, parce que bien évidemment, je n'ai pas l'exhaustivité de cela, mais on peut le reprendre au travers de ce rapport des inspections, où on voit effectivement quand même il y a pas mal d'initiatives locales, et qui quand même confèrent au phénomène, en tout cas de ces situations très complexes, et des signaux positifs. D'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est d'abord le champ de comment on définit ces problématiques de ces jeunes très complexes, borderline, incasables. Voilà, la littérature est très lourde là-dessus, très longue. Pour autant, dans les champs qui sont de l'action, on arrive quand même à essayer de déterminer ce que ça peut conduire. En tout cas, ça peut l'être. Le rapport que je citais tout à l'heure renvoie effectivement à peu près 10% maximum de situations que l'on prend en charge collectivement sur ces problématiques de ces jeunes en très grande souffrance ou en très grande difficulté, et mêlant les problématiques de vulnérabilité. On a forcément un problème de repérage. On parlait effectivement de l'évaluation tout à l'heure, mais la question je reviens bien évidemment sur le dispositif évaluatif et de HAS. Effectivement, il y a quand même un intérêt évident de pouvoir structurer ces éléments-là pour aussi mieux quantifier les choses. Donc, je crois que on doit progresser en la matière, ça c'est une évidence, mais en tout cas, ça reste un point essentiel d'entrée en la matière. Et dans cette affaire-là, on voit aussi des expériences qui sont des expériences locales, où on arrive à se parler localement entre la psychiatrie, alors au travers de l'éducation nationale, du conseil départemental, de la protection judiciaire de la jeunesse. On a des lieux pour ça. Voilà, et parfois, quand on n'en a pas, on écrit pour justement le justifier de cela. Voilà, donc c'est quand même assez... cette initiative locale, moi je pense qu'elle est vraiment fondamentale en la matière, parce que le rapport parle de 10 000 jeunes. 10 000 jeunes, c'est pas non plus, au regard des 380 000 qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, par rapport aux 100 000 pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, même s'il y a des doubles mesures, on voit effectivement qu'on n'est pas non plus sur une volumétrie excessivement élevée, même si je pense qu'il est quand même ce rapport sous-évalué en termes de situations qui sont évoquées. Donc l'évaluation locale, partir d'initiatives locales, je crois que là-dessus, on est à peu près tous conscients de l'intérêt de ça, et il existe un certain nombre d'initiatives en la matière. Puis je vais aller très vite. La deuxième chose, c'est la question après des actions qui sont menées. Alors dans ce champ-là, pour ma part, en tout cas, nous, on est très mobilisés sur des prises en charge intensives et individualisées. On ne fait pas, bien évidemment, sur ces profils, ces situations, en tout cas de jeunes, le même travail forcément que sur d'autres, et qu'il nous faut effectivement une prise en charge intensive individualisée et avec une contenance éducative dédiée particulière. Alors, on a des exemples, les microstructures, parfois, bien évidemment, et dans le champ de pénal, on connaît effectivement les centres éducatifs renforcés, mais on a aussi d'autres outils qui peuvent se créer. On sait l'intérêt, et moi personnellement, j'ai pu
connaître l'ouverture des ISEMA en 2009 sur le département de la Manche, l'accompagnement sur des placements de l'insertion. On le fait effectivement sur des problématiques liées à des processus de radicalisation ou des retours de zone. Voilà. Donc, on a effectivement des équipes mobiles de la même manière. Et donc, toutes ces initiatives locales voilà, confèrent. Et j'étais hier avec le rectorat de Paris et on voit effectivement que tout le monde confère, enfin voilà, se disent qu'il faut effectivement que l'on fasse quelque chose au plus près des besoins dans une action individualisée. Et donc, c'est pour ça que je me dis que la question institutionnelle est forcément fondamentale. Pour autant, et les signaux positifs et les signaux d'espoir que j'ai en la matière, c'est que je vois bien la mobilisation de tous au travers d'actions locales, concrètes, au plus près des terrains et dans un processus à la fois intensif et d'individualisation de la prise en charge. Merci, Monsieur Duplaine. Anne Devrez, vous êtes ici en tant que présidente du CNPE. Est-ce que vous partagez la note d'optimisme qui vient de nous être livrée? Je ne suis pas par principe pessimiste, mais avant d'explorer votre question, permettez-moi, puisque c'est ce qu'on a fait les uns les autres, de vous dire le plaisir que j'ai à être avec vous, l'émotion aussi un peu, puisque voilà, j'ai participé moi aussi aux assises du CNAEMO il y a longtemps, et je voudrais ici saluer l'engagement, l'investissement des équipes associatives dans l'exercice des missions de protection de l'enfance. Voilà, j'ai une très grande considération pour les équipes de première ligne, celles qui prennent soin des enfants, qui soutiennent leurs parents, leurs proches. Voilà, une longue expérience dans le secteur. Donc évidemment, vous retrouvez, ça me fait tout bizarre. Je pense d'ailleurs que les premiers colloques que j'ai faits il y a très 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 longtemps, c'était au CNAEMO quand j'étais administratrice du Carrefour. Alors revenons à cette question que vous me posez, optimiste, pessimiste. Peut-être ce que je voudrais essayer d'aller creuser, c'est cette question qu'a évoquée Hervé Duplaine à propos des situations complexes, sur ce qu'on dit qu'on devrait faire, et puis l'écart entre le sentiment d'isolement qu'on perçoit quand on s'est face à ces enfants qui souffrent. Donc si on revient un peu dans le champ de la clinique, moi, vous avez compris, hein, donc je suis une très vieille, et il y a très longtemps, j'ai appris que pour accompagner ces enfants les plus vulnérables, à vulnérabilité multiple, vous avez dit, ceux qui souffrent tellement, qui attaquent les liens, qui attaquent les institutions, qui nous mettent tellement en difficulté, eh bien, on le sait par expérience, par la recherche, on sait qu'aucune institution seule, ce que vient d'expliquer Hervé Duplaine, ne pourra répondre à leurs besoins, les accompagner, garantir pour eux la continuité dont ils ont besoin, résister à ces attaques que j'évoquais pour leur permettre de grandir bien. On sait que seul le travail en réseau pourra finalement nous permettre d'organiser un cadre contenant suffisant qui nous permette de répondre à nos responsabilités, à nos obligations. Et on ne pourra le faire que si on fait très attention à ne pas disqualifier l'autre, tout en valorisant très fort les identités de chacun. Alors ça, c'est mon côté un peu vieille réac. Je ne suis pas du tout dans le move à bas les identités. Moi, je pense qu'au contraire, il faut valoriser absolument toutes les identités, sans d'ailleurs les hiérarchiser, et les expertises, d'ailleurs, celles des professionnels, des personnes concernées. Et donc, il faut savoir qui on est, pourquoi on est à la place qu'on occupe, pourquoi on doit travailler avec d'autres, et ce que chacun apporte dans le travail en réseau. C'est extrêmement important entre un médecin, un travailleur social, un psychologue, et donc pareil pour les institutions, entre un service de milieu ouvert, un lieu d'accueil. Donc attention à ne pas disqualifier, à valoriser les identités, les complémentarités, et puis à faire une place à chacun, je l'ai dit, y compris aux premiers concernés. Et bien finalement, ces enseignements de la clinique et de la pratique professionnelle, on les retrouve quasi à l'identique dans le champ de la gouvernance, c'est ce dont on parle aujourd'hui. On a absolument besoin de cette pluralité d'acteurs. Après des années dans lesquelles on s'est posé la question de savoir qui était le chef de file. Alors moi, je suis très résistante à ces termes de chef de file,
pas en général, mais pour la protection de l'enfance, parce que les termes de chef de file, en fait, quand on y regarde, ils concernent l'action sociale. C'est l'année 2004, l'acte 3 de la décentralisation, qui dit que les départements sont chefs de file de l'action sociale. Mais je l'ai dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, la protection de l'enfance, c'est pas exactement la même chose que l'action sociale. Donc on a absolument besoin d'une pluralité d'acteurs au service de cette politique publique essentielle et complexe qu'est la protection des enfants. On a besoin de l'État pour le pénal, du département pour le civil, de l'État pour la santé, la scolarité, le département pour l'accompagnement social, éducatif. Et de ce point de vue, il y a de vraies avancées depuis un certain nombre d'années. C'est ce fameux changement de paradigme de la loi de 2016 qui a été si difficile à faire passer à l'époque. Aujourd'hui, c'est presque évident pour nous autour de cette table, mais d'une manière générale, y compris dans le rapport, que la protection de l'enfance, c'est une politique interministérielle et décentralisée. Mais ça a été des années de combat. Je vous rappelle quand même, pour le CNPE aujourd'hui que je représente, qu'en 2016, au Sénat, c'était inimaginable qu'il y ait un Conseil national de la protection de l'enfance. C'était une affaire locale, la protection des enfants. Et il a fallu la navette, retour à l'Assemblée et une volonté farouche d'une majorité gouvernementale à l'époque pour que ce texte puisse voir le jour. Je rappelle qu'en 2007, on aurait pu ne pas avoir de grande loi en faveur de l'enfance de la même manière. Donc, finalement, cette question-là, du fait que, enfin, collectivement, on admet que la protection de l'enfance, c'est une politique régalienne et qu'elle concerne l'État, c'était un long combat. Donc aujourd'hui, on y est et c'est une avancée réelle. Et elle s'accompagne de l'ouverture de tout un tas de chantiers salutaires autour de la santé des enfants, de la possibilité de prioriser les besoins spécifiques de ces enfants à vulnérabilité multiple dans différentes institutions, à l'éducation nationale, dans le champ médico-social. Il y a plein de choses qui sont dites. Moi, j'ai appris à la lecture d'un document que dans le plan 50 000 solutions, il y aurait une place particulière pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt le décret de l'année dernière autour de Parcoursup, c'est l'actualité, donc j'en dis un mot. Maintenant, les enfants de l'aide sociale à l'enfance ont les mêmes droits que les enfants boursiers dans Parcoursup. Donc, tout un tas de choses qui étaient inimaginables il y a un certain nombre d'années. Le problème, c'est que ces avancées, à part Parcoursup, qui est quelque chose de très concret, mais qui reste quand même relativement modeste dans les ambitions, le problème, c'est que toutes ces avancées sont encore aujourd'hui assez théoriques et que sur le terrain, finalement, on a des équipes qui ne se sont jamais senties aussi seules, en particulier à l'aide sociale à l'enfance. Alors quand je dis l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas que les services départementaux, hein, c'est la mission d'aide sociale à l'enfance, en particulier sur le champ de l'aide sociale à l'enfance, un champ où on ressent précisément très fort ces cloisonnements, et même presque encore pire aujourd'hui qu'on a admis le rôle régalien de l'État en la matière et qu'on a fait des avancées sur un certain nombre de champs dans les discours interministériels, les annonces du comité interministériel, etc. Et bien finalement, sur le terrain, on a le sentiment qu'on peut encore moins compter sur les autres. Dans le champ de la santé, Hervé évoquait la pédopsychiatrie, mais pas seulement, au plan de la santé somatique. Du champ du handicap, n'en parlons pas, tellement les reculs sont importants concrètement dans les réponses proposées sur le terrain, et d'autres encore. Alors, côté Conseil national de la protection de l'enfance, dans cette position d'équilibre à la fois d'optimisme par rapport à ces avancées, mais aussi de très grandes préoccupations par rapport au décalage qui existe entre ce discours et puis la réalité de ce qui se passe, on s'est dit, à l'occasion de cette crise inédite qu'on connaît aujourd'hui, et dans l'appel et l'alerte au pouvoir public, on va essayer de faire un peu bouger les lignes dans les propositions que nous allons formuler, bien conscient du fait que personne seul ne pourra résister à ce qui nous arrive aujourd'hui. On formule, du coup, du point de vue du CNPE, et on rassemble tous les acteurs, indépendamment des clivages partisans, des appartenances catégorielles, magistrats, médecins, travailleurs sociaux, autour d'un certain nombre de propositions qui sont votées à l'unanimité au Conseil national de la protection de l'enfance.
Et on décide de soumettre au pouvoir public en général et au gouvernement en particulier, je dis même plus les ministres, puisqu'effectivement on en a eu un certain nombre à l'époque, c'était au tout début, hein, on était très, très actifs dès l'automne 2023. On dit qu'il faut des mesures immédiates dans lesquelles on va chercher des solidarités de territoire. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des identités très claires, mais il faut avoir des identités très claires pour être capable de faire des pas de côté. C'est vrai aussi dans l'accompagnement quotidien des enfants. On sait où on sait où est notre place, et quand on sait où on est, où est notre place, alors on est capable de faire des petits pas de côté, d'aller marcher un peu sur le territoire des autres. C'est pour ça qu'il faut être sécure et solide, nous, pour pouvoir faire ces pas de côté. Donc on dit, puisqu'il y a des évaluations d'informations préoccupantes qui arrivent en nombre dans les départements, qu'elles ne sont pas prises en charge, on va demander à nos collègues de la PJJ, dont à l'époque d'ailleurs on savait que certains rendaient des postes sur certains territoires, d'aller donner un coup de main et de pouvoir travailler et désengorger les CRIP. On va essayer de prioriser dans les services médico-sociaux les enfants de l'aide sociale à l'enfance, dont certains sont dans les foyers de l'enfance en attente depuis des mois déjà, au moment où ces foyers de l'enfance craquent, sont saturés d'une orientation dans un IME, dans un ITEP. Eh bien, organisons-nous pour faire en sorte que le secteur du handicap soit présent aux côtés des services de protection de l'enfance. On s'était dit, ben voilà, mettons à disposition des enseignants dans les structures, et on l'a repris d'ailleurs dans notre analyse au CNPE des propositions relatives au taux d'encadrement. Bref, on fait tout un tas de propositions, de mesures immédiates, que dans le cadre des comités départementaux de la protection de l'enfance ou autres, les responsables locaux peuvent tout à fait organiser à leurs mains. Il ne se passe rien. On le répète, mais finalement, tout le monde est un peu tétanisé. On dit que ce sont de très bonnes idées, donc toujours beaucoup de discours. C'est important de pouvoir se dire les choses, mais finalement, peu de réponses concrètes. Et puis on dit, mais au-delà de ces mesures immédiates, il faut ouvrir des chantiers structurels. Lesquels ? Le sujet de l'attractivité des métiers, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. Le chantier structurel des questions même de conditions de financement de la protection de l'enfance. Ça a été dit, aujourd'hui, on dit que le sort d'un enfant peut être très différent suivant de quel côté de la frontière d'un département il se place. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un peu plus complexe parce que finalement, dans les services de l'État, on rencontre de réelles disparités territoriales. Je n'ai même pas évoqué la question de la régularisation des MNA qui dépend de l'opinion du préfet en la matière, alors que ça change complètement la vie de ces jeunes. Et donc, on voit bien que cette question des disparités territoriales, elle est plus large. Mais en matière de disparités territoriales liées à la décentralisation, on a observé au Conseil national de la protection de l'enfance que ces écarts sont énormes, mais qui sont plus souvent liés aux ressources de la collectivité qu'à la politique sociale ou à l'ambition politique de la collectivité elle-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les ressources des collectivités pour mettre en œuvre les missions de protection de l'enfance, qui sont, je le rappelle, la politique qui engage la charge nette financière la plus forte pour les collectivités. Les autres politiques sont plus compensées que ne l'est la protection de l'enfance. Ça veut dire qu'elles dépendent des ressources propres des collectivités et que ces ressources propres, pour tout le monde ici, j'espère que vous le savez, c'est les droits de mutation à titre obligatoire. Autrement dit, on pourrait dire, je vais très vite, que finalement, le sort d'un enfant, il est pour partie lié au nombre de transactions immobilières qui se passent sur ce territoire à un instant précis. Et ça pose quand même un énorme problème de société aux uns et aux autres. C'est d'autant plus vrai que les dotations globales dont on parlait avant cette séquence table ronde n'ont pas été revues depuis le début des années 1980 et ne sont en aucun cas indexées à des critères objectifs de fragilité d'un territoire et de besoin des populations. Bref, il y a là lieu d'engager un chantier extrêmement important. Et là non plus, comme ça a été dit, ça n'a pas été, je conclus, ça n'a pas été suivi d'effet. On nous a renvoyé d'abord à la mission Woerth, etc. Alors pourquoi finalement les choses ne bougent pas et pourquoi ça ne se traduit pas concrètement sur le territoire ? Je n'aurai pas le temps de le développer, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que finalement, d'un point de vue plus systémique, ce sont toutes les institutions qui prennent soin des enfants qui sont en crise, y compris les institutions de l'État. Et donc, ça engage peut-être une réflexion beaucoup plus globale sur ces sujets-là. On pense à la santé, on pense à d'autres questions. Mais il y a aussi peut-être cette question de la poursuite, mais d'une autre manière, de l'invisibilisation des sujets de l'enfance. Parce qu'on en parle beaucoup, c'est ce que j'essaye de dire, et de plus en plus, et c'est une très bonne chose. Mais on agit finalement
dans cette réforme, hein, pas sur le terrain, assez peu, avec beaucoup de communication, pas toujours très adaptée, parfois disqualifiante et pas juste sur ce qui se passe réellement dans les équipes de terrain. Et au plan gouvernemental, dans les exécutifs départementaux, peu finalement d'arbitrage favorable à ouvrir des chantiers de fond sur la question de l'enfance, considérée comme un investissement humain, social, mais même financier. Prendre soin des enfants d'aujourd'hui, c'est faire d'énormes économies pour demain. Et pourtant, on n'y va pas. Merci beaucoup, Anne. Un très grand merci à vous pour avoir relevé le défi qui vous était posé, abordé autant de questions, autant d'enjeux dans un temps si court. Bravo pour votre force d'autorégulation, messieurs, dames. Vous avez vu qu'il y a énormément d'expertise autant que d'engagement à cette tribune. Je tiens à saluer les deux pans des propos. On va éclairer la salle et être à l'écoute de vos réactions et questions. Il y a un premier bras que je vois devant. Est-ce qu'on peut amener le micro à madame, s'il vous plaît? Qui est en plein milieu, plutôt en bas de salle. Alors j'ai un porteur de micro pour 650 personnes. On espère que vous êtes en forme ce matin. Ah, c'est parce qu'on a spolié les micros. Oui, on va partager un de nos micros. Excusez-moi, je n'avais pas compris la cause du mal. Alors, Marianne Régnier, je suis éducatrice dans le département du Nord. J'exerce des mesures de milieu ouvert, donc en AEMO et en MJE. Et en fait, j'ai pas vraiment de questions, mais je voulais rebondir parce que j'ai été un peu interpellée par une phrase de Madame Santiago sur le fait qu'on était le premier pays en Europe à placer les enfants. Et la manière dont vous l'avez dit, c'était il fallait qu'on se questionne sur nos pratiques parce que c'est questionnant. Et moi, du coup, ça m'a un peu dérangée. Parce que, et alors je dis ça en travaillant en AEMO, donc en ayant cette culture quand même de maintenir au plus près l'enfant dans son environnement familial, de travailler autour des compétences parentales. Néanmoins, aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a un écart colossal entre ce qu'on peut venir travailler auprès des parents et la temporalité de l'enfant et sa réponse aux besoins fondamentaux. Et aujourd'hui, le placement protège. Alors, pas forcément de manière tout le temps adéquate, mais il protège. Et je pense que c'est important de rappeler quand même que hier, dans l'Assemblée, on a une collègue du département de la Sarthe qui nous a expliqué que sur son secteur, il y a eu 2 enfants décédés, l'un dans une situation d'une mesure d'AEMO pas attribuée dans le cadre d'une mesure en attente d'attribution, et une autre dans une situation d'autant plus grave qui est une mesure d'OPP, donc une mesure de placement en urgence, où un enfant est décédé parce que le placement n'a pas pu se mettre en place. Des enfants meurent parce que des placements ne sont pas mis en place. Donc je pense que le placement protège. Et je pense que c'est important de dire que nous, professionnels, quand on prend la décision de demander le placement au juge des enfants, qu'il soit dans l'urgence ou qu'il soit dans le cadre d'un placement préparé, que ça soit à la demande du parent, à la demande de l'enfant, parce que des enfants demandent à être protégés et demandent à être éloignés de leur environnement familial. C'est pas une préconisation qu'on prend à la légère, c'est une préconisation qu'on prend avec énormément de conscience sur le fait que on sait ce qu'on protège, on sait aussi les conséquences que ça peut générer chez un enfant sur la séparation, sur l'entrave dans la qualité du lien d'attachement. Mais je pense qu'au même titre qu'un enfant a le droit de vivre auprès de sa famille, il a le droit de trouver un ailleurs. Et il a le droit d'être libre dans ce qu'il peut trouver ailleurs et dans la manière dont il peut décider de sa vie. Voilà, merci. Merci. Oui, bien sûr, Madame Santiago, on vous laisse réagir. Donc, je crois qu'il était davantage question d'intensité des placements que de remise en cause du modèle. Alors en fait, je partage ce que je vous avais dit, et surtout la fin, avec le ailleurs. C'est-à-dire qu'un enfant, et c'est la loi de 2022 d'Adrien Taquet,
Et en fait, c'est ce que disait Anne tout à l'heure. Il y a un changement de paradigme, y compris sur les questions de recherche, de connaissances en neurosciences et sur les besoins fondamentaux des enfants. Ça a fait consensus autour de la loi de Laurence Rossignol. Depuis, il y a de nombreux pays qui travaillent autour de ces sujets-là, y compris Céline Gréco, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler depuis plusieurs années, mais qui, y compris dans le cadre des auditions de la commission d'enquête, a pu parler de travaux que certains connaissaient, d'autres moins. Mais là, c'était donc public, ça permettait à tout le monde de comprendre l'environnement dans lequel l'enfant peut grandir, les adversités qui vont jouer, y compris sur son développement, y compris la capacité de cet enfant à devenir adulte et à avoir des problématiques de santé qui peuvent être évidemment très lourdes et qui peuvent jusqu'à lui ôter d'espérance de vie 20 ans. Donc, toutes ces connaissances font à peu près consensus aujourd'hui et nous invitent bien évidemment à regarder la situation des enfants. Je l'ai dit au début, quand nous parlons d'un premier pays d'Europe, oui, c'est lié à notre histoire. Tous les pays d'Europe n'ont pas institutionnalisé le mode de faire de l'organisation de la protection de l'enfance. Chacun a son histoire en Europe et qui est différente. Dans le cadre des pays qui ont une part institutionnelle de foyer, pour dire les choses, et non pas des pratiques plutôt majoritaires dans d'autres pays d'assistants familiaux, en France actuellement, nous sommes le premier pays d'Europe qui place de manière institutionnalisée, donc en foyer. Au même titre que, en effet, je vous le dis, la loi de 2022, et c'est là que je reviens dessus, elle avait bien observé, et le législateur et les travaux qui avaient été menés, parce que quand on dit le législateur, c'est au moment du vote et des débats, mais sinon, les travaux faits avec Adrien Taquet ou même avec Laurence Rossignol, ce sont des panels qui représentent toutes les associations, tous les élus locaux et les organisations, où chacun a amené sa pratique, ses réflexions au plus haut niveau pour préparer la loi. Ce n'est pas des lois qui tombent comme ça. 2016-2022, je peux en témoigner, ça arrive qu'il y ait des textes qui tombent comme ça. Mais là, c'est travaillé avec tout le monde. Et en fait, en 2022, il y a le fait de préférer que si l'enfant doit être protégé, et c'est évident, et c'est pour ça que je partage ce que vous avez dit, eh bien, au moment où il faut rechercher le tiers digne de confiance, la famille élargie, et que le placement n'était évidemment pas ce que nous devions prioriser. Et en fait, quand je vais dans d'autres pays, comme le Canada, pour donner un exemple que je vous ai évoqué tout à l'heure, eh bien, ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup de pays considèrent que l'institution, le collectif, n'est pas l'endroit où l'enfant peut grandir de la meilleure manière. Donc, du coup, il est évident que, en fait, la question de l'institutionnalisation pose une problématique sur le fond dans nos compétences aujourd'hui et nos savoirs en matière de santé de l'enfant et de son développement. Voilà. Je dire un mot aussi. Ouais. Bon, rapide, on aura un choix à faire entre le nombre de réponses à la première question et la possibilité d'en prendre une deuxième après. Là aussi, vraiment, très en rapidement. soutien à ce qui a été dit, et reconnaître que vous avez en fait toutes les deux entièrement raison. On a quand même un système qui globalement aujourd'hui place trop, ce qui signifie que tout à l'heure vous avez été nombreux et moi aussi à applaudir les interventions qui demandent de la prévention. Vous intervenez à un moment où c'est déjà trop tard. Donc oui, en éthique, oui, bien sûr, en attitude, vous ne pouvez que commander du placement. Et heureusement que vous le faites, et heureusement que vous êtes là. Mais la réalité, c'est qu'on a 3500 placements non exécutés, des budgets départementaux qui sont complètement saturés. Donc c'est avant qu'il faut intervenir. Donc oui, il y a trop de placements en France, oui. Et quand vous demandez des placements, bien sûr, vous avez aussi raison. Donc c'était juste une forme de médiation un peu sur... Merci pour la remise de l'église au milieu du village, Pierre-Alain. C'est assez génial parce que c'est la démonstration. On n'aurait pas eu ces échanges il y a 15 ans. J'étais il y a 20 ans dans cet espace. Et ce que vous avez dit autour du temps de l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'attendre que ce qu'on met en place, même de très grande qualité auprès de ses parents, il n'a pas le temps d'attendre que ça produise des effets pour qu'on se préoccupe de lui. C'était ce qu'on avait appelé il y a quelques années le fait de perdre de vue l'enfant. Dans notre accompagnement de ses parents,
et je le répète, y compris un accompagnement de très grande qualité. Donc ces questions de temporalité, c'est au cœur des connaissances qu'évoquait aujourd'hui Isabelle Santiago, de l'attention portée à l'enfant, à ses besoins fondamentaux. La difficulté, elle est peut-être dans le fait que... Alors d'abord, il y a des questions de temporalité institutionnelle. Daniel Rousseau, par exemple, qui a démontré que les placements des bébés étaient très positifs pour ces bébés en termes de récupération, de développement. Il a aussi montré qu'aux États-Unis, le mouvement il avait été antérieur et que quand on confier aux institutions les enfants beaucoup plus tôt, finalement, il y avait moins de placements plus tardifs et que dans des échelles temporelles, ça pouvait s'équilibrer. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi à un moment où, finalement, on est dans une période de transition? Et parlant de la transition, il y a quand même quelque chose qui est important à souligner de mon point de vue. C'est qu'on a beaucoup progressé sur le champ des connaissances, de l'attention portée à l'enfant, à ses besoins, mais finalement, on a gardé des réponses qui restent assez stéréotypé, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ça bouge beaucoup à la marge sur des tout petits volumes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va y aller, mais qu'on ne sait pas très bien comment le faire. Et en gros, le coût, institutionnellement d'ailleurs, vous verrez que quand on parle des mesures de protection de l'enfance, on dit AEMO et placement, c'est les mesures DRESS, alors qu'il y a toute une palette qui a été largement diversifiée ces dernières années. On parle peu de la MJAGBF, on parle peu de la médiation familiale, on parle peu de plein d'autres formes d'intervention, de la prévention, j'y reviens pas, et je voudrais prendre juste 2 exemples très courts. J'ai parlé des bébés. On vit un mouvement de placement des bébés qui est considérable depuis 2 ans et qui, à des moments différents, a touché les territoires, mais qui touche tous les territoires en France. Ces bébés, on pourrait les protéger, y compris dans le cadre de la prévention. Ce dont on a besoin, mais en fait, on a un problème, c'est qu'on pense prévention léger, placement intense. Et ça, il faut complètement revoir nos logiciels. On peut avoir des réponses en prévention sur des programmes de prévention qui sont extrêmement intensifs. Si vous avez un bébé accompagné par un assistant maternel ou une crèche avec un renfort, avec une intervention de TISF auprès des parents, etc., vous pouvez être sur du très intensif sans que jamais on mobilise, en tout cas à ce stade, une décision d'aide sociale à l'enfance. Moi, je travaille depuis de très nombreuses années avec Rosa Mascaro, que vous connaissez peut-être, puisque vous travaillez dans le Nord, qui a beaucoup travaillé autour des besoins spécifiques des bébés en protection de l'enfance et qui a montré à quel point les conséquences sur le développement des bébés et des maltraitances pouvaient être importants, mais elle dit ce dont ils ont besoin, c'est disponibilité, intensivité. C'est pas une demi-journée par semaine, même avec une AEMO passée en crèche, qui vont permettre de retrouver un bon développement. Et prévisibilité, c'est le 3e. Disponibilité, intensivité, prévisibilité. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait quand même faire autrement, sans forcément mobiliser les mêmes types de placements. Et les ados, c'est la même chose. On a des ados inscrits dans la fugue ou victimes de réseaux de prostitution pour lesquels il y a des décisions qui sont prises de placement, alors même que chacun sait qu'ils n'iront jamais. C'est des places qui restent vides. Et donc, on a développé des interventions à seuil adapté, on appelle ça comme ça, qui sont encore extrêmement minoritaires, mais qui passent très bien. On va chercher les ados là où ils sont. L'accueil à la journée. Alors, je me tourne vers Hervé, parce que c'était quand même la demi-pension d'il y a 30 ans à la protection judiciaire de la jeunesse, avec des ados dans des situations de danger, dans des contextes familiaux improbables, et on n'allait pas sur du placement, on faisait de la demi-pension. Alors, ce n'est pas valable pour tous les territoires, parce que quand il faut faire 30 minutes pour rejoindre l'accueil à la journée, c'est plus compliqué, mais dans des grosses villes, ça marche extrêmement bien. Il y a très peu d'accueil de jour aujourd'hui pour des ados en danger. Enfin voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est vrai qu'il faut un peu bouger nos logiciels et à l'épreuve de la crise, à l'épreuve de la saturation des dispositifs, on a plutôt tendance, parce qu'on est écrasé par le poids de la responsabilité, du chiffre, de la masse, on a plutôt tendance collectivement à reproduire les réponses les plus habituelles, même quand elles sont saturées, même quand le lieu de placement y est débordé, etc. Plutôt évidemment que d'aller chercher autre chose, et c'est d'autant plus vrai que les équipes ont moins de temps disponible pour accompagner ces maillages qui sont un peu plus coûteux en termes d'investissement des équipes. Merci Anne. Vladia Charcelet, vous souhaitiez réagir également? Merci, oui, très rapidement. Votre 3e table ronde était autour effectivement du défi des situations complexes, et on voit combien la situation actuelle est à ce jour tellement complexe que on brasse un peu les deux éléments.
J'attire votre attention effectivement sur le rapport de très grande qualité sorti par le Défenseur des droits en janvier 2025 qui revient à plusieurs étages sur la nécessité de faire une place dans les politiques de prévention et de soins aux enfants qui subissent des doubles vulnérabilités en protection de l'enfance. C'est à la page 2, c'est à la page 8, c'est dès qu'il peut la recommandation numéro 8, je vous l'épargne, mais franchement, allez lire ce rapport, il est fantastique. Le docteur Martin Blacher, dans la conférence de consensus, nous a très clairement expliqué que ce qui pouvait garantir de grandir correctement, c'est effectivement la sécurité. La sécurité et le maintien du lien. Donc la qualité du lien fait sécurité, la qualité du lien permet de prendre en charge les enfants et particulièrement à double vulnérabilité. Le rapport de l'IGAS de janvier 2025, je vous l'épargne, 100 pages, une seule fois le mot aide sociale à l'enfance, à la page 38. Le thème du rapport de l'IGAS, c'est comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes. Une seule fois l'aide sociale à l'enfance-cité, à la page 38. Je pense qu'on peut faire mieux. La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, superbe initiative. Enfin, on contractualise, on structure les rapports entre les différents acteurs de l'État et des départements au plus proche des besoins des personnes. Stop à la politique de stop and go. Il était, au départ, 2021, on met en place cette stratégie nationale avec des actions extrêmement pertinentes avec l'ARS et la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité. Il y a une volonté d'élargir avec l'éducation nationale, évidemment, parce qu'on n'a pas parlé de scolarité, et la PJJ. Quelle belle idée pour pouvoir justement structurer, construire ensemble des réponses adaptées. Changement d'élu, on remet tout dans le tiroir et on ferme le tiroir. Comment peut-on arrêter d'être en miroir de notre matière? Comment peut-on arrêter d'être aussi éparpillé que les enfants que l'on doit accompagner dans la structuration? Donc, moi je dis stop aux politiques de stop and go. Arrêtons ces allers-retours. Prenons le temps de s'inscrire dans la durée. Le docteur Martin Blacher nous l'a bien exprimé. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci vraiment sincèrement à tous nos intervenants. Bravo pour vos propos aussi pertinents dans un temps aussi court. Encore félicitations à vous. Je vous laisse regagner la salle.